Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan des lectures que j'ai faites au mois de mars. J'ai lu 19 livres et je suis contente parce que j'ai réussi à faire pas mal de lectures assez variées. J'ai lu 3 BD, un manga, 2 comics, 5 albums, 4 romans jeunesse, un roman young adulte, un roman adulte, un essai, un recueil de poésie. Je pense qu'on peut dire que niveau diversité, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai pu. On commence tout de suite avec les albums, donc j'en ai lu 5, mais celui qui a eu ma préférence, c'est un titre qui est arrivé par hasard dans mon rayon alors qu'il est sorti en 2009. Ça s'appelle Un baiser à la figue. C'est de Clotilde Perrin et Raphaël Frier, et c'est aux éditions Mango. C'est un très joli petit album. On y suit Cyril, qui a un nez énorme, ça vous rappelle peut-être quelqu'un, et qui du coup est très sensible aux odeurs. Les nuances et les fragrances des odeurs qu'il peut sentir lui inspirent des peintures et des très jolies œuvres d'art. Malheureusement, il a toujours très peur de sortir de chez lui, de peur qu'on se moque de lui, et du coup personne n'est au courant de son talent artistique. Jusqu'au jour où il y a un fumé délicat qui va l'attirer hors de chez lui, et il va découvrir les senteurs exotiques de l'extérieur et rencontrer une demoiselle, Roxane, qui va l'aider à accepter son apparence, son don et à en faire profiter la plus grande partie des gens. Il y a des références très évidentes à Cyrano de Bergerac, mais c'est très discret et sincèrement c'est pas ça l'intérêt de l'album. Outre un discours assez doux et tendre sur l'acceptation, la tolérance et la différence, c'est également un livre qui est plein d'illustrations magnifiques. Moi j'adorais déjà le travail de Clotilde Perrin, mais j'ai vraiment trouvé que dans ce petit album, c'est vraiment... son travail est vraiment mis en avant de façon remarquable. Le jeu sur les couleurs, sur le foisonnement des détails et sur les petites choses qui peuvent inspirer et donner envie de créer et d'amener soi-même de très jolies choses nouvelles au monde. Vraiment, j'ai trouvé ce petit album magnifique. Pour les romans jeunesse, alors j'ai relu le premier tome de Mary Poppins et j'ai lu le deuxième, Mary Poppins Comes Back, mais je ne vous en parlerai pas maintenant parce que je vais faire une vidéo sur Mary Poppins que je vous promets depuis 1 an maintenant. Mais je vous rassure, allez dans les tuyaux, c'est parti, je suis en train de la préparer, elle devrait voir le jour ce mois-ci. Sinon, j'ai également lu Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Casper d'Horatio Clair. C'est chez Pocket Jeunesse. C'est un petit roman un peu délicat à conseiller. En parler va être difficile. C'est l'histoire de Casper, qui est un jeune garçon très vif et très joyeux, très inventif, qui est très connu dans le quartier pour ses maladresses, ses expériences un peu particulières et ses aventures qui finissent toujours mal mais bien. Mais l'histoire commence le jour où son papa est atteint d'un mal un peu bizarre. Il n'est pas vraiment malade parce qu'il ne tousse pas, il ne vomit pas, enfin il n'a pas de symptômes autres qu'une profonde tristesse et l'envie de ne rien faire. Son papa a attrapé la dépression. Sa maman explique à Casper qu'il va falloir être très gentil avec son papa, essayer de le faire sortir de chez lui et de se comporter avec lui de façon tout à fait normalement. Mais Casper a beau y faire, ça ne change rien. Un beau jour, il va par hasard découvrir qu'il arrive à parler aux animaux. Et les animaux vont lui dire que non, enfin c'est pas si simple que ça. En fait, la dépression, c'est pas vraiment juste une maladie, c'est aussi un mal, un petit insecte qui s'insinue dans l'esprit des gens et qui les pollue et les rend malheureux. Du coup, Casper, avec l'aide de ses amis animaux, va essayer de sauver son papa de ce parasite infernal. Je ne sais pas quoi penser de ce livre. Je l'ai trouvé à la fois très ingénieux et bien écrit, mais en même temps, la façon dont le sujet est traité est un peu maladroite à mon sens. Il y a beaucoup de choses qui sont intégrées au début de l'histoire, notamment dans la personnalité de Casper, qui n'ont aucun intérêt pour le reste de l'intrigue. Et je trouve un petit peu, dangereux et délicat de dire aux enfants que la dépression, c'est juste un parasite qu'on attrape et dont on peut se débarrasser. C'est un mal trop sérieux et trop compliqué, je pense, pour être traité de façon aussi légère dans un bouquin, même si l'auteur essaye de rendre tout cela fantastique et merveilleux. J'ai trouvé que c'était très maladroit et sincèrement, je n'ai pas bien compris l'intérêt de ce livre. Enfin si, j'en ai compris l'intérêt. Le but, c'est de rassurer les enfants, de leur dire que rien n'est perdu et que en gardant la joie de vivre et l'espoir, on peut y arriver. Mais je ne sais pas, je suis mal à l'aise avec cet ouvrage, je ne sais pas si d'autres personnes parmi vous l'ont lu, mais si jamais vous avez mis le nez dedans, je serais ravie d'avoir votre avis pour pouvoir en discuter et pouvoir mettre mes idées au clair. Mentir aux étoiles,
d'Alexandre Chardin. Alexandre Chardin a déjà écrit plusieurs romans, dont Des vacances d'Apache, que j'avais beaucoup aimé et j'avais hâte de lire son nouveau livre. C'est un roman très court qui se lit tout seul. On y suit Léon, un petit garçon qui rentre en 6e. Léon est un peu particulier, il a des troubles de l'attention et du coup, depuis toujours, il a été aidé à l'école d'une AVS et il est en même temps surprotégé par sa maman. Depuis que petit, il a eu une maladie cardiaque dont il a failli mourir. Maintenant, il est en parfaite santé, mais du coup, sa maman le couve énormément. Là, il rentre en 6e et il a fait le choix de ne pas avoir d'AVS pour l'aider et désire essayer de s'en sortir tout seul une fois qu'il est au collège. Ses parents s'inquiètent beaucoup, notamment sa mère, mais ils saluent en même temps son courage et sa volonté d'autonomie. Malheureusement, par son comportement un petit peu décalé, Léon va attirer les brimades d'élèves un peu plus âgés, ce que ses parents redoutaient le plus au monde, et il va finir par se faire régulièrement embêter par des élèves plus grands au collège. Jusqu'au jour où arrive Salomé, une jeune fille de 3e, un peu grosse, rousse et très vulgaire, mais qui va l'aider à combattre un petit peu les sales brutes qui le malmènent et à prendre confiance en lui. Le seul truc un peu étrange, c'est que Léon semble être la seule personne à pouvoir voir Salomé. C'est un roman très doux, très tendre, avec beaucoup de poésie. C'est un beau roman sur l'émancipation, sur prendre parti face aux opinions de ses parents et essayer de se libérer d'une image qu'ils ont de vous qui n'est pas forcément la vraie. J'ai trouvé que c'était très subtil la façon dont c'était amené. J'ai beaucoup aimé la colère grandissante de Léon qui finit par exploser et qui est après tout assez salvatrice. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on s'attarde sur les sentiments complexes des parents et de l'entourage de Léon qui s'inquiètent à juste titre mais qui du coup l'emprisonnent dans un carcan dont il est difficile pour lui de se libérer. J'ai beaucoup aimé aussi la petite donnée fantastique avec ce personnage de Salomé qui surgit toujours à des moments incongrus et dont on espère découvrir le mystère. J'ai beaucoup aimé ce petit roman. Je trouve juste qu'il manquait quelque chose et qu'il se lit très vite. Je pense que c'est un texte qui aurait mérité d'être un peu plus long, un petit peu plus dense. Parce qu'on y traite de sujets assez durs, dont beaucoup de jeunes adolescents sont victimes. Et je suis un peu frustrée par le manque de profondeur du texte. Malgré tout, c'est un très joli petit roman que je conseille souvent en magasin à des parents qui aimeraient aider leurs enfants à se débattre avec des sujets pareils. J'ai lu un roman Young Adult ce mois-ci qui vient juste de sortir, c'est The Hate You Give de Angie Thomas. Le sous-titre en français, c'est La haine qu'on donne. Je ne suis pas fan de cette traduction, mais je vois pas trop comment ils auraient pu faire autrement. C'est l'histoire de Star, qui est une jeune fille dans une fratrie dans un quartier black aux États-Unis. Elle a la chance d'aller dans un lycée privé dont ses parents payent l'inscription avec beaucoup de difficultés, où ils sont plus ou moins les seuls noirs du lycée. Et du coup, Star se débat avec cette double identité. Une fois qu'elle est dans son quartier, il faut qu'elle en adopte les codes pour pas passer pour quelqu'un de snob qui essaye de fuir ses origines. Mais quand elle est dans son lycée de blancs riches, il faut qu'elle adopte tous les codes pour pas passer pour la pecno du ghetto qui connaît pas les codes de son lycée. Un jour, alors qu'elle rentre de soirée, son meilleur ami qui conduisait se fait assassiner par un policier, alors qu'il n'était pas armé, qu'il n'était pas agressif et qu'il n'était pas dangereux. Ça fait évidemment écho à tout ce qui s'est passé avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. J'ai trouvé que le roman n'est pas forcément une pépite littéraire, mais il est important pour les sujets qu'il aborde. C'est un livre indispensable parce que la littérature, c'est l'altruisme, c'est l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre et essayer de vivre plusieurs vies en une. Et je pense que ce roman est important pour ça. J'ai trouvé que c'était fascinant, hyper intéressant et très bien mené. Star est une jeune fille intelligente qui est le véhicule parfait pour que l'auteur explique les différents paradoxes qui se trouvent dans la vie de jeunes gens comme elle. Star va devenir le seul témoin de ce qui est arrivé à son meilleur ami et de ce fait va devoir rentrer un petit peu dans tout le jeu judiciaire et médiatique autour de cette affaire. Elle va découvrir qu'en tant que jeune femme noire, il faut qu'elle prenne parti et ce qu'elle essaye d'éviter de faire depuis le début de sa vie. Elle essaye juste de se couler dans le moule dans lequel il faut être pour avoir le moins de problèmes possible. Or là,
le fait de devenir la seule témoin de cette histoire, ça va la pousser à devoir prendre parti, réfléchir à ses principes et prendre position par rapport au racisme ambiant, aux clichés sur les ghettos et sur l'injustice terrible qui pèse sur certaines communautés. Et au final, la prise de conscience de Star, on nous invite à avoir la même. Et j'ai trouvé ça très subtil et vraiment très bien mené. Mais ce n'est pas qu'un livre sur ça, c'est aussi un livre sur l'adolescence, sur les premiers amours. Big up d'ailleurs au petit ami de Star que j'ai trouvé super attachant. Vraiment, je trouve que c'est un livre indispensable et qu'il mérite tout le battage médiatique qu'il y a autour. Si vous regardez des booktubers anglophones, vous avez pu voir ce livre passer partout et sincèrement, il le mérite. Bref, du coup, s'il y en a un seul que vous devez lire, sincèrement, je vous conseille celui-là. On repasse à de l'illustré. Alors, j'ai lu un manga, j'ai lu Minuscule, le premier tome. Alors, c'est de Takuto Kashiki. Je m'attendais à une aventure épique dans un univers à la Borrowers. Et ben en fait, c'est bien dans un univers un peu comme dans les Borrowers. On suit des personnages qui sont tout petits, qui vivent dans des creux d'arbres, des théières. C'est vraiment adorable. Mais on suit juste le quotidien des deux petites héroïnes qui sont colocataires. Et on les suit dans leurs aventures de tous les jours. Elles vont au marché, elles rencontrent des amis, elles jouent à des jeux qu'elles perdent, elles ont leur maison détruite par une tempête, et je ne m'attendais pas à autant aimer. Déjà, le dessin est adorable, les créations graphiques d'un univers minuscule sont toujours super intéressantes à observer. Il y a une donnée un peu fantastique, évidemment, parce que, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ça se passe dans un univers un peu post-apocalyptique, où la société s'est reconstruite dans un monde très végétal, où la nature a repris le dessus. Mais c'est d'une douceur, d'une tendresse, on rigole, on se surprend à vouloir suivre le quotidien très banal au final de ces deux petits personnages et c'est adorable. Elles sont entourées d'une galerie d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants qu'elles et je ne sais pas, c'est une espèce de petit soap opéra intelligent, mignon tout plein, bien dessiné et super agréable à lire. Une très chouette découverte, je pense que je vais lire les tomes suivants. J'ai ensuite lu 3 bandes dessinées, la première c'est le tome 5 des Carnets de cerises, bon bah je pense que je ne vais pas en parler plus que ça à part que c'est formidable. C'est un merveilleux tome pour clore la série des Carnets de cerises et enfin on lève le mystère sur les non-dits et les tensions entre Cerise et sa maman et j'ai trouvé ça hyper soulageant en fait. Je suis un peu juste frustrée parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de passages en carnet que de passages en bande dessinée par rapport aux autres textes et ça m'a un peu frustrée. J'aurais bien voulu voir un peu plus de BD et de jolis dessins. Mais bon, enfin je vais pas m'attarder dessus. Les Carnets de cerises c'est merveilleux, foncez. Si vous ne les avez toujours pas lus, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez-y, allez à la bibliothèque, à la librairie, prenez le premier tome et commencez tout de suite. Vous n'avez pas le choix. J'ai ensuite lu Portugal de Cyril Pedrosa. Je n'avais jamais rien lu de Pedrosa et j'ai absolument adoré. On se doute bien que c'est un petit peu autobiographique en tout cas. On y suit un auteur de bande dessinée qui n'a plus d'inspiration, qui ne dessine plus, qui n'arrive plus à rien produire et on sent qu'il arrive à un stade dans son existence. Il ralentit et il s'immobilise. Que ce soit artistiquement ou même dans sa vie privée, il est en couple avec une femme qui commence à lui parler d'acheter une maison, de fonder une famille, et lui il freine des cas de fer et il n'est pas du tout dans cette optique-là. Et lors d'une réunion de famille, lors d'un mariage avec son père, ses oncles, ses tantes, ses cousins, il va en fait revenir un peu en arrière et s'intéresser un petit peu à ses origines, à son contexte familial, à ce qu'il a hérité de ses parents et ce qu'il décide de faire de cet héritage. Il va se rapprocher du coup de ses origines portugaises, partir au Portugal et du coup essayer de se reconstruire à partir de ce no man's land dans lequel il était arrivé. J'ai adoré cette bande dessinée, les dessins sont fabuleux, le récit est tout en pudeur mais en même temps hyper dense, avec beaucoup de sujets qui peuvent résonner en chacun d'entre nous. C'est un récit individuel mais qui tend à raconter quelque chose d'universel et c'était superbe. Je pense que je vais lire d'autres bandes dessinées de Pedrosa bientôt du coup, peut-être cet été. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir davantage l'univers de cet auteur. J'ai ensuite lu L'Homme gribouillé de Lehman et Peters. Je n'avais jamais rien lu de ces auteurs-là et ça a été une énorme claque, un gros coup de cœur. J'ai absolument adoré, c'est fantastique, c'est un peu glauque, c'est un peu historique, c'est un peu de l'enquête, c'est un peu du thriller, mais c'est un bouquin super difficile à décrire. Du coup, je vous invite à aller voir la vidéo de Casabule que je vous mets en lien dans la barre d'infos parce qu'ils en parlent vachement mieux
mieux que moi et ça pourra que vous convaincre comme moi. Le comics que j'ai lu ce mois-ci, j'ai lu les 2 tomes sortis de Lady Killer. Les auteurs sont Joël Jones, Jamie Rich et Michelle Madsen. Je les ai lus sur les conseils de ma collègue Manuela qui s'occupe du rayon BD dans notre magasin et j'ai trouvé ça super chouette. On y suit une femme, mère de famille dans les années 50, en plus la mère de famille classique quoi, petit tablier permanente, ongles nickel, talons aiguilles avec le rôti sur la table quand son homme rentre du travail, sauf que au lieu de faire des tas d'activités de charité, de voisinage, etc. comme elle le dit à tout le monde, elle est tueuse à gages. J'ai adoré le côté décalé de cette mère de famille qui essaye de trouver un équilibre entre son travail de tueuse professionnelle et de mère de famille idéale. Elle va du coup être confrontée au fait que c'est très difficile de cumuler les deux sans que les deux univers se mélangent. Le dessin est génial, l'intrigue est très bien ficelée, on se surprend à vouloir savoir la suite, s'attacher au personnage, etc. Bon, après je vous avouerai, c'est pas transcendantal, mais ça fait le job. Une espèce de série policière complètement décalée, qu'on suit avec plaisir et avec gourmandise, même s'il y a un petit peu de sang partout. J'ai enfin terminé le recueil de poèmes de Kiki Dimoula, Le Peu du Monde, que j'ai adoré. C'est très difficile de parler de poésie parce que je pense que la poésie, ça résonne de façon subjective en chacun d'entre nous. Kiki Dimoula est une poétesse grecque qui s'intéresse beaucoup à la fugacité, à l'illusion d'un instant qui dure, au fait que le temps passe inexorablement et que la nature ne fait que se moquer de nous, de notre statut de petits êtres éphémères. Moi, ce sont des sujets qui résonnent beaucoup en moi et j'ai trouvé que certains poèmes étaient vraiment merveilleux. Je vous invite à découvrir cette autrice si jamais vous ne l'avez jamais entendu parler d'elle. Si vous aimez les beaux poèmes accessibles qui parlent de choses universelles et que vous êtes curieux de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai lu Une histoire des loups d'Emily Friedlund, offert par ma meilleure amie Charlotte à Noël. C'est aux éditions Gallmeister. C'est un roman américain qui est assez contemporain. C'est à la fois du nature writing et puis en même temps un roman un peu psychologique que j'ai trouvé absolument fascinant. On y suit une jeune fille qui vit, on est dans les années 80-90, elle vit au fin fond des bois, dans une cabane avec ses parents. Elle est l'héritière. Ses parents, en fait, se sont rencontrés dans une espèce de groupuscule hippie dans les années 70. Et en gros, ce sont les deux rescapés de cette espèce de secte qui s'était constituée dans les bois, dans une cabane avec des dortoirs, etc. Linda est une jeune fille très solitaire, très taciturne, un peu compliquée, un peu étrange, qui n'a rien de particulier pour elle. Elle n'est pas spécialement jolie, elle est plutôt même fade et insipide, mais elle est fascinée par la nature, par les rapports de domination, de force, et on sent qu'au fond d'elle, tout ce qu'elle désire, c'est d'être désirée. Un jour, aménage en face du lac au bord duquel elle habite une famille qui, en apparence, a l'air complètement parfaite. La jeune mère pétillante et fraîche, le petit garçon hyper souriant, dynamique et joueur, le père absent qui fait des recherches en astrophysique et par hasard, Linda va se retrouver la babysitter du petit Paul. Dès le début, on sait qu'un drame est survenu dans cette famille, que Paul est mort. Voilà, dès le début, je ne vous spoil pas, hein, c'est au bout de 2 pages, vous êtes au courant. Mais en fait, on va revivre les événements de façon un petit peu décousue pour comprendre un petit peu comment ça s'est passé, quels sont les moments de silence, les moments de gêne, les moments où tout aurait pu basculer, qui ont mené à la mort de ce petit garçon. C'est un roman hypnotisant et fascinant sur la manipulation, sur les sectes, sur le désir de vouloir appartenir à un groupe, le besoin d'être aimé, le besoin de se conformer à la normalité, même si cette normalité au final est dangereuse et sournoise et vicieuse. C'est un roman un peu glauque qui ne pourra pas plaire à tout le monde, mais qui, moi, m'a absolument fascinée, chamboulée, et je pense que c'est un roman auquel je vais penser pendant encore pas mal de temps. Et enfin, j'ai lu un essai, donc j'ai validé le challenge du New Year Book Challenge, qu'il fallait lire un livre avec un sujet qui nous intéresse. C'était pas celui que j'avais prévu dans ma pile à lire que je vous avais montré. C'est Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks, qui a été recommandé
pour les lectures de février-mars dans le groupe de lecture Une chambre à nous, qui est mené par Opaline et Lunatrix Lestrange. C'est un essai sur l'afroféminisme qui est un sujet auquel je ne comprenais pas grand-chose, étant encore une fois moi-même une jeune femme blanche assez privilégiée. Et du coup, je l'avais dans ma pile à lire depuis un moment et ça a été l'occasion parfaite de découvrir ce mouvement. C'est un essai hyper intéressant où en fait Bell Hooks, elle écrit ce bouquin dans les années 80, explique en quoi les femmes noires ont besoin du féminisme d'une autre façon que les femmes blanches et que la façon dont les femmes blanches se sont appropriées le féminisme ne peut pas convenir aux femmes noires. Alors au début, pour moi, c'était quelque chose de complètement, aberrant. J'arrivais pas à comprendre la différence en fait. Pour moi, une femme, c'est une femme, peu importe sa couleur, etc. Et non, dans cet essai, j'ai enfin compris un peu la différence. C'est un peu délicat encore pour moi d'en parler, je viens juste de le finir, donc il faudra que je le digère un peu davantage pour pouvoir mieux en parler. Mais c'est un roman super intéressant qui explique à la fois l'histoire des Noirs aux États-Unis, qui explique la relation entre les femmes noires et les hommes blancs, puis la relation entre les femmes noires et les hommes noirs, et enfin la relation entre les femmes noires et les femmes blanches. Alors c'est très intégré dans l'histoire des États-Unis, mais c'est super intéressant et on finit par se rendre compte à la fin que, en tout cas dans les années 80, le féminisme était un féminisme de femmes blanches qui voulait juste copier en grande partie les privilèges des hommes blancs. Mais si c'est pour garder une idée de privilège, le féminisme ne sert à rien. Bell Hooks défend l'idée que le féminisme doit être quelque chose d'universel qui en fait abolit toutes les distinctions de couleur, de sexe, de race et de classe sociale. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous invite à lire cet essai si vous voulez en apprendre plus. En plus, c'est très intéressant parce qu'il est entièrement traduit en écriture inclusive, ce que je n'avais jamais encore lu à ce point. Et même si c'est un peu perturbant au début, on finit par s'y faire. Donc, sincèrement, pourquoi pas. Voilà, c'était tous les livres que j'ai lus au mois de mars. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et aussi à me dire ce que vous avez adoré comme lecture au mois de mars. Je vous retrouve dès demain pour ma pile à lire du mois d'avril et vous allez voir, je pense que je me suis fixé quelque chose d'assez phénoménal. Voilà, sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.